Bonjour et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire Face aux chrétiens en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame, avec le réseau des radios RCF. Nous recevons aujourd'hui Henri Guénaud, député UMP des Yvelines, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, sa plume, l'homme qui lui écrivait ses discours, un homme que les lecteurs de La Croix connaissent puisqu'il a longtemps été chroniqueur du journal. Alors, il sera interrogé aujourd'hui par Laurent de Boissieu de La Croix, bonjour. Alain Baron de Radio Notre-Dame, bonjour. Et Romain Mazenot de RCF. Bonjour. Bonjour. Henri Guénaud, bonjour. Bonjour. Alors, une question tout d'abord. Après les différentes reculades du gouvernement et du président, est-ce qu'il y a, à votre avis, un risque que le politique perde la main et que finalement ce soit ou bien la rue ou bien les lobbies qui gouvernent? D'abord, il n'est jamais déshonorant pour un gouvernement de reculer quand il se rend compte qu'il a fait une erreur ou que la décision qu'il a prise divise trop profondément les Français. Il aurait d'ailleurs pu utilement, ce gouvernement, s'appliquer cette règle au moment des manifestations contre le mariage pour tous. Il y avait quand même 1 million de personnes dans la rue. C'était une décision qui diviser très très profondément les Français. Le rôle d'un gouvernement n'est pas de les dresser les uns contre les autres, mais de les unir. Et c'est encore plus le rôle d'un président de la République. Mais là où commence à y avoir une vraie difficulté, un vrai problème, c'est lorsque les reculades se succèdent à un rythme ininterrompu. Est-ce que c'est parce que le gouvernement perd la main ou est-ce que c'est simplement parce que le gouvernement ne réfléchit plus, ne discute pas, n'anticipe rien, en réalité, avant de prendre une décision? On a l'impression, depuis le début de ce quinquennat, et cette impression se conforte tous les jours, que ce gouvernement avance à l'aveuglette, sans dessin, sans stratégie, sans ligne directrice. En réalité, le président de la République se comporte comme un président de la 4e République ou comme un président du Conseil de la 4e République. J'ai souvent eu l'occasion de le dire, mais je crois que c'est la clé de compréhension de ce qui se passe avec ce gouvernement, cette majorité et ce président de la République. Voilà, on a... Ou alors, on pourrait le comparer aussi à un premier secrétaire du Parti socialiste. C'est-à-dire qu'au fond, la politique, pour lui, c'est le marchandage permanent avec toutes sortes de clientèles, de groupes d'intérêt, de partis, de courants, de sous-courants. On a un gouvernement dans lequel chaque ministre pense être d'abord le porte-parole de la clientèle de son ministère. Et voilà, cela ne peut pas faire une politique. Pour prolonger sur ces questions, Romain Mazenot de RCF. Oui, sur le fond, sur l'écotaxe, ça a été voté en 2009 par la droite, c'est issu du Grenelle de l'environnement. Ça a été voté quasiment à l'unanimité. À l'unanimité, mais notamment donc par la droite. Est-ce que le but même, c'était de favoriser le fret ferroviaire, le fret fluvial par rapport au transport routier? C'est une mauvaise chose? Non, je ne crois pas qu'en soi, ça soit une mauvaise chose, ni que ça parte d'une mauvaise intention, mais il faut faire un peu d'histoire. C'était dans le Grenelle. N'ont été retenues que les mesures qui ont fait l'unanimité de toutes les parties prenantes au Grenelle, enfin syndicats, y compris les syndicats agricoles d'ailleurs, patronat, l'administration, les associations, enfin, tous ceux qui étaient présents autour de la table ont émis des avis unanimes sur un certain nombre de sujets. Ces sujets ont fait l'objet d'un accord général qui a été ensuite transcrit dans un projet de loi voté à la quasi-unanimité à l'époque sur tous les bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'écotaxe en faisait partie. Mais pour des raisons qu'on peut comprendre, des raisons techniques notamment, sa mise en œuvre a été reportée. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est d'abord la première, c'est était-il bien raisonnable de la mettre en œuvre maintenant, dans la situation dramatique où se trouve l'économie du pays et certaines On ne peut pas faire d'écologie pendant une crise, c'est ça? Mais le problème n'est pas de faire de l'écologie ou de ne pas en faire. Le problème est que vous rajoutez une charge aux charges. Bon, prendre une mesure de ce genre au moment où la France se trouve confrontée à une grave crise économique, sociale,
est une mauvaise idée. Vous savez, dois-je vous rappeler un épisode de l'histoire qui m'est cher parce que je le trouve plein d'enseignements. C'est celui du gouvernement de Turgot à la fin de l'Ancien Régime. Turgot était un partisan de la liberté du commerce des grains, qui nous paraît aujourd'hui quelque chose de tout à fait naturel. Pouvoir échanger d'une région à l'autre sans barrière des grains entre les régions excédentaires et les régions déficitaires. Il avait dit, comme cela, nous allons peut-être arriver à diminuer le nombre de famines. Mais il a mis en œuvre cette idée, d'abord dans un pays où le marché n'existait pas, le marché unifié n'existait pas, il y avait des problèmes de transport, et puis surtout, en plein milieu d'une crise agricole. Bien, cela a échoué et ça a engendré ce qu'on a appelé à l'époque la guerre des farines, où la troupe a dû tirer sur les émeutiers pour protéger les greniers royaux et pour protéger les propriétaires de grains. Voilà. Donc, les circonstances dans lesquelles on met en œuvre une décision, fût-elle bonne, sont absolument cruciales. On ne peut pas s'exonérer de cette réflexion. Et enfin, nous nous trouvons dans une situation, surtout, où le gouvernement n'a cessé d'accumuler les augmentations de charges depuis son entrée en fonction. Alors certes, ça avait commencé avant, mais il y a un moment où tout ça devient intenable. Et si on veut faire de l'écologie, je vais vous dire mon sentiment. D'abord, si on veut s'occuper des camions, je pense qu'il est bien d'attendre qu'il y ait un peu moins de chômeurs. Et deuxièmement, je pense que si on veut une vraie fiscalité écologique, il faut être capable, en augmentant les charges sur la pollution, de diminuer d'autres charges par ailleurs, en particulier les charges sur le travail. Voilà. Ça a un sens, mais vous ne ferez pas une fiscalité écologique en ajoutant des charges aux charges indéfiniment. Plus aucun secteur ne peut le supporter, et a fortiori des secteurs ou des régions très, très fragiles, comme aujourd'hui l'agriculture bretonne. Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Oui, Monsieur Guénaud, cette nouvelle reculade sur un dossier écologique pose le problème de la présence des Verts au gouvernement. Est-ce que vous pensez que leur présence est toujours justifiée? Ce n'est pas un boulet pour le gouvernement? Ah, mais ça, c'est au président de la République d'en décider. J'ai cru comprendre que Madame Duflot se trouvait très bien au gouvernement et qu'elle avait l'intention d'y rester. Voilà. Et pour l'instant, le président de la République, ni le Premier ministre d'ailleurs, n'ont demandé aux Verts de quitter le gouvernement, ni de quitter la majorité. C'est pas un peu étrange quand même? Ça, c'est à eux qu'il faut le demander. Encore une fois, d'abord, je ne pense pas que cette décision de retrait soit une décision anti-écologique. Je pense simplement que mettre en œuvre aujourd'hui cette mesure était une décision anti-économique, dans un moment de crise économique très grave. Bon, après, apparemment, les responsables d'Europe Écologie considèrent que le gouvernement a eu raison, en tout cas n'a pas eu assez tort pour provoquer leur départ. Voilà, Non, le drame, encore une fois, c'est qu'à force de vouloir faire plaisir un jour aux Verts, un jour à l'extrême gauche, un jour à l'extrême centre du Parti socialiste, un jour aux sociaux-libéraux, un jour aux libéraux sociaux, un jour aux patrons, un jour aux ouvriers, un jour aux paysans, un jour aux gens du Nord, un jour aux gens du Sud, voilà, il n'y a plus aucun cap. C'est ça la vraie question. Après les coalitions, la composition du gouvernement, elle appartient au président de la République. C'est du ressort du président de la République, c'est lui qui nomme le Premier ministre et chacun des ministres. Une question de Laurent Boissieu de La Croix. Justement, vous avez le sens de l'État, et même si vous êtes dans l'opposition, vous pouvez vouloir que les choses se passent le mieux possible au sommet de l'État. Qu'est-ce que vous verriez aujourd'hui, qu'est-ce que devrait faire, selon vous, l'exécutif et François Hollande? Est-ce qu'il devrait remanier? Est-ce qu'il devrait, certains parlent même de dissolution? Quelle serait, selon vous, la solution pour sortir cette crise? Mais tout ça, ni l'une ni l'autre de ces solutions ne sont des solutions. Ça ne répond pas à la question de savoir quelle politique on mène, quelle est sa cohérence. Ça n'a jamais rien résolu. Vous changez un gouvernement pour faire la même chose et vous comporter de la même manière, vous aurez les mêmes résultats. Si vous et la dissolution, c'est encore pire, parce que soit la majorité est confortée, mais si elle se comporte de la même manière, ça donnera là aussi les mêmes résultats. Soit l'opposition gagne et vous allez imposer au pays, dans une période comme celle que nous vivons, une cohabitation. Croyez-vous que cela va être de nature
à améliorer la cohérence de la politique de la France en plein milieu d'une crise aussi grave. Voilà, je ne le crois pas. Voilà, je ne crois pas. Et vous, en plus, le président prendrait le risque de se retrouver confronté, non pas à une chambre où l'opposition serait majoritaire, mais à une chambre qui pourrait devenir ingouvernable si le Front National, profitant de l'occasion, rentrait en force au Parlement. C'est une très lourde responsabilité, vous savez, de bousculer des échéances électorales pour des raisons d'opportunisme politicien. D'ailleurs, ça ne lui a pas rapporté. Voilà, je pense que la dissolution de 1997 n'était pas une bonne idée, ni sur le plan politique, ni sur le plan moral. Le résultat a d'ailleurs été à la hauteur des espérances de chacun, comme vous vous en souvenez, puisque la droite, ce que vous appelez la droite, en tout cas à l'époque, a perdu, la majorité à l'époque a perdu les élections. Voilà, est-ce que franchement, on était dans une toute autre situation. L'extrême droite était moins menaçante. Il y avait 5 ans devant la nouvelle majorité avait 5 ans devant elle. Henri Guénaud, vous qui avez été à l'Élysée pendant 5 ans, est-ce qu'un remaniement ministériel peut constituer un électrochoc, puisque vous en avez vécu des remaniements, un électrochoc salutaire pour repartir pour un gouvernement et un nouveau gouvernement et un président? Mais non, en soi, ça ne constitue un électrochoc que si ça correspond à un changement de politique ou de comportement politique. C'est pas aujourd'hui, le problème n'est pas la qualité des personnes. Aujourd'hui, le problème est la qualité de la politique. Nous avons en face de nous une politique qui n'en est pas une. Vous pouvez changer, vous pouvez faire le gouvernement que vous voulez. Si c'est pour faire la même chose, se comporter de la même manière, ça donnera les mêmes résultats. Romain Mazenot de RCF. Toujours à propos de fiscalité, François Hollande reçoit aujourd'hui les dirigeants de clubs de foot. Est-ce que les clubs de foot doivent s'acquitter de la taxe à 75% pour les revenus de plus d'1 million d'euros? Écoutez, cette loi, cette disposition est totalement absurde. Elle est absurde pour tout le monde. Bon, maintenant, je ne vois pas pourquoi on ferait des exceptions pour telle ou telle profession à partir du moment... Les Français ont voté pour M. Hollande. Bon. Ils trouvaient que sans doute nous n'avions pas suffisamment bien travaillé. Ils ont voté en toute connaissance de cause, notamment sur ce sujet, puisque la taxe de 75%, même si ses modalités étaient différentes, les modalités annoncées pendant la campagne étaient différentes de celles d'aujourd'hui, elle était clairement affichée. On a même dit que c'était une des raisons pour lesquelles, à un moment, M. Hollande avait gagné des points dans les sondages, mais si elle s'applique à vous, toutes les vedettes du journalisme, à toutes les vedettes de l'industrie, à toutes les vedettes du spectacle, ça s'applique aussi à toutes les vedettes du football. Voilà, c'est les joueurs qui doivent payer ou c'est les dirigeants, c'est les clubs? Mais le Conseil constitutionnel ayant rendu la décision qu'il a rendue, il n'y a pas d'autre solution que de faire payer les entreprises. Donc les clubs, en l'occurrence, sont des entreprises. Voilà, Alain Baron, une question d'Alain Baron. Je préférais qu'on supprime tout simplement, et pour tout le monde, la taxe à 75%. Alain Baron, donc de Radio Notre-Dame. Oui, tout le pari du gouvernement et du président, c'est une reprise économique avec une baisse du chômage. Vous avez une expertise économique qui est reconnue, vous avez été commissaire général au plan. Vous y croyez, vous, à cette baisse du chômage? Non, je ne crois pas, mais vous savez, il faut se méfier des chiffres. Je pense que l'engagement d'un responsable politique sur des résultats chiffrés est une très mauvaise idée. Parce que dans la plupart des domaines, tout ne dépend pas des décisions qui sont prises. Ça dépend aussi de ce qui se passe dans l'économie, dans la société, en Europe, dans le monde. Donc, voilà, l'engagement d'un homme politique doit être d'abord un engagement de faire, un engagement de moyens. Il doit expliquer à ses concitoyens pourquoi il se bat et avec quoi, de quel côté il se trouve. C'est parfaitement normal. Est-ce que je me trouve du côté de l'argent ou du côté du travail? Voilà, mais ça, c'est un engagement politique. Et quels sont les moyens que je vais mettre en œuvre?
Après, l'inversion de la courbe du chômage, d'abord on peut la faire bouger de toutes sortes de manières. On peut avoir un traitement statistique du chômage extrêmement efficace. Vous savez, tous ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose. Moi, je me souviens de ce qui m'est arrivé lorsque, commissaire au plan, j'avais produit un rapport qui expliquait qu'à l'époque, il y avait presque 3,5 millions de chômeurs dans la catégorie 1, la catégorie dont on parle tout le temps, et qu'en réalité, il fallait compter pas loin de 7 millions de personnes directement concernées par les difficultés de l'emploi, sans compter leurs familles, qui étaient, elles, indirectement. On voit bien l'approximation des chiffres. Aucun pays ne compte de la même manière. Si vous cherchez un emploi à temps plein, que vous trouvez un emploi à temps partiel, vous êtes considéré comme un demi-chômeur, mais vous avez un demi-salaire aussi. Donc vous êtes quelqu'un qui est dans la difficulté totale. Bon, si vous rentrez à l'hôpital parce que vous êtes malade, vous sortez le temps et que vous êtes chômeur, vous sortez le temps de votre séjour à l'hôpital des statistiques du chômage. Donc tout ça ne peut pas servir de support rigoureux à des engagements politiques. Alors, pourquoi je n'y crois pas d'une façon générale, et je ne crois pas en particulier à ce pari. D'abord, le politique n'est pas là juste pour parier sur l'avenir, attendre qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Pour ça, on n'a pas besoin de la politique. La politique, c'est l'expression de la volonté dans l'histoire. Où est la volonté dans cette affaire ? Bon, c'est quand même pas avec le contrat de génération qu'on va résoudre la crise. C'est pas avec les emplois aidés qu'on va mettre un terme à la crise économique et sociale que nous vivons. Bon, en réalité, le président de la République se contente d'attendre que les choses s'améliorent. Alors, l'économie, c'est la vie. Ce qui veut dire que, de temps en temps, la vie, elle reprend ses droits. On peut avoir des soubresauts. Vous savez, dans les années 30, on a eu des rebonds. En 1937, par exemple, aux États-Unis, il y a eu un rebond de l'activité. Bon, en 1936-37, en France aussi, 38, il y a eu un petit rebond de l'activité. Est-ce que ça résout Est-ce que c'est ça qui va mettre un terme à la crise, qui n'est pas qu'une crise française, qui est une crise européenne très profonde, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, et une crise mondiale. Et juste pour vous donner une note d'ambiance, il y a quelques mois, la Banque centrale américaine a laissé entendre qu'elle allait modifier sa politique monétaire pour la rendre moins souple, c'est-à-dire arrêter de créer de la monnaie pour essayer de résoudre le problème de la dette. Bon. Eh bien, à ce moment-là, le monde s'est remis à trembler. Rappelez-vous, c'est-à-dire l'argent est sorti, les capitaux sont sortis des pays émergents. Brusquement, on a senti à quel point la situation de l'économie mondiale était fragile, à quel point la crise mondiale n'était pas réglée. Du coup, la Banque centrale américaine a immédiatement annoncé qu'elle n'allait pas changer de politique. C'est vous dire que nous vivons au bord d'un gouffre et qu'attendre les bras croisés que les choses s'améliorent est irresponsable et dangereux. Voilà. Une question de Laurent de Boissieu de la Croix. Oui, la droite a ouvert une sorte de droit d'inventaire. Il y a plusieurs mots qui sont utilisés des années Sarkozy. Plusieurs personnes à droite reprochent à votre camp, au pouvoir, de ne pas avoir abrogé les 35 heures, en disant voilà, la droite n'a jamais fait au pouvoir ce qu'elle promettait, et l'UMP, votre parti, pour la prochaine séance 2017, apparemment va remettre l'abrogation des 35 heures dans son programme. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose en soi de proposer cela, et est-ce que vous pensez que c'est réaliste ? Alors, moi, je crois que la politique gagnerait beaucoup à sortir de l'incantation et des slogans. Nous n'avons pas abrogé les 35 heures, parce que c'est très difficile, parce qu'il y a des habitudes de vie qui ont été prises, parce que les entreprises se sont organisées sur cette base. Moi, je ne suis pas un adepte des 35 heures. Le président Sarkozy ne l'était pas non plus. Il les a dénoncées très, très fortement. La solution qui avait été retenue à l'époque, qui me paraissait extrêmement efficace, intelligente et réaliste, c'était de détaxer les heures supplémentaires et de les exonérer de charges sociales et de supprimer les contingentements d'heures supplémentaires, ce qui permettait à ceux qui voulaient travailler davantage de gagner davantage. Bon. Et donc, ça privait d'une bonne partie des 35 heures d'une bonne partie de leurs effets négatifs. Est-ce que maintenant, il faut supprimer les 35 heures ? Moi, je veux bien. Il faut juste qu'on explique comment on va faire et qu'on assume les conséquences de ce qu'on va faire. Alors,
si on a une idée géniale, je suis tout à fait Vous preneur. l'entendez pas dans votre parti actuellement à son UMP, cette idée géniale? Non, mais moi, pour l'instant, on n'est pas allé tellement plus loin que le principe de la suppression des 35 heures. Bon, il y a 3 solutions à mes yeux. Maintenant, peut-être qu'on va en trouver d'autres, tant mieux, je suis ravi de les examiner. La première, c'est de dire on fait 39 heures payées 35. Bon, je doute du succès de cette solution ça me poserait un problème de cohérence. Je pense à une formation politique qui a toujours soutenu travailler plus pour gagner plus. Hein. Bon, alors il y a d'autres solutions, c'est 39 heures payées 39. Mais à ce moment-là, il y a des charges, ça fait des charges supplémentaires pour l'entreprise qui va être obligée, dans la situation où nous sommes, de licencier, puisqu'elle s'est organisée sur la base des 35 heures payées 35. Et enfin, la troisième solution, c'est de supprimer la durée légale du travail. À ce moment-là, vous supprimez les heures supplémentaires. Est-ce que, voilà, qu'est-on prêt à assumer ? C'est ça la question. Donc ce débat ne fait que commencer. Moi, je trouve que la solution qu'on avait adoptée était une bonne solution. Elle était intelligente, elle était cohérente avec tout ce que nous avions toujours défendu. Voilà, maintenant, certains peuvent ne pas être d'accord. Moi, je suis tout à fait prêt à en débattre. Maintenant, si vous voulez me faire dire que 35 heures ont été un désastre, 35 heures ont été un désastre, oui. Eh bien, nous poursuivrons ce débat dans une seconde partie de Face aux chrétiens. Nous marquons une courte pause avec Henri Guénaud, député des Yvelines, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, et nous nous retrouverons dans un court instant. Nous nous retrouvons sur ce plateau de KTO pour la deuxième partie de ce Face aux chrétiens avec Henri Guénaud, député UMP des Yvelines, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Il est interrogé par Laurent de Boissieu de La Croix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Mazenot de RCF. Alors, Henri Guénaud, nous allons parler de l'immigration et de tout ce débat sur le droit du sol débat surgit après l'affaire Leonarda. Droit du sol qui permet à toute personne née en France de pouvoir obtenir la nationalité française à l'âge de 18 ans. Alors, on sait que vous êtes attaché à ce droit du sol, vous l'avez dit, mais vous dites qu'en même temps, il faudrait un référendum. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que dans une situation aussi difficile qu'en ce moment, ou une situation de crise, est-ce que vous pensez que les Français peuvent répondre à un référendum avec sur le droit du sol, avec leur intelligence, leur raison et leur cœur? Est-ce qu'ils répondraient à la question? D'abord, je voudrais dire un dernier mot sur la séquence précédente. Parce qu'on a parlé des 35 heures et des conséquences d'une suppression des 35 heures. Pourquoi, au fond, le gouvernement précédent a si peu reculé pendant le quinquennat? Parce que le président de la République a toujours pris soin de se poser la question des conséquences de ce qu'il décidait et il a pris soin de les assumer, il a pris soin de se demander jusqu'où ne pas aller trop loin. Voilà. Quand vous vous posez cette question, bien, vous êtes moins souvent obligé de reculer parce que vous savez que vous avez besoin du consentement des Français, vous assumez les conséquences, vous connaissez les conséquences de vos décisions et vous les assumez. Donc c'est une règle générale qu'on pourrait appliquer à tous les sujets, les 35 heures, la réforme des retraites. Alors justement, sur le droit du sol, Henri Guénaud, est-ce qu'on peut avoir le consentement des Français sur une question comme celle-là? J'y viens, donc, et aussi sur les questions relatives à l'immigration, à la sécurité. Alors vous me posez la question du droit du sol. Et du référendum, l'idée d'un référendum. Oui, mais je vais reprendre mon raisonnement qui m'a conduit à l'idée du référendum. Moi, je suis viscéralement attaché au droit du sol, parce que je pense que le droit du sol, qui existe d'ailleurs dans notre propre droit, laissé tout seul, peut conduire à des dérives qui me semblent absolument contraires à ce qu'est la France et à ce qu'est l'idée que je me fais de la dignité de l'homme et de la civilisation, et de la République au passage. Parce que le droit du sang, ça peut toujours dériver vers la pureté, vers l'obsession de la pureté du sang. Ça enferme un pays dans ses généalogies. C'est tout le contraire de ce qu'a été, de ce que veut être, à mon sens, la France. Est-ce que, maintenant, ça veut dire que ce principe du droit du sol, doit être absolu?
Je ne le crois pas. Je crois qu'il doit y avoir en politique, ni d'ailleurs dans tous les autres compartiments de la vie, de principes absolus. Voilà. L'absolutisme des principes, on parlera de Camus, je crois, tout à l'heure, enfin on en dira un mot, mais l'absolutisme des principes conduit toujours à des désastres. La meilleure idée du monde, le plus beau des principes, la plus grande des valeurs, appliquée jusqu'à l'extrême limite de sa logique, finit toujours très mal, voire de façon criminelle. Écoutez, Henri Guélaud, voilà. Ma question c'était, est-ce que vous pensez que les gens vont répondre à une question, ça dépend de la question comme celle-là? Donc moi, ce que je pense, c'est que le droit du sol ne peut pas être absolu. Il est d'ailleurs aujourd'hui conditionné, je vous rappelle, il est conditionné par une condition de résidence. Il faut, si vous acquérez la nationalité à 18 ans, avoir résidé 5 ans de façon continue depuis l'âge de 11 ans en France. Donc c'est déjà pas absolu. Continue ou discontinue. Moi je dis qu'il y a 3 questions à se poser, au moins aujourd'hui. La première question, c'est celle effectivement des familles qui sont en situation irrégulière. La deuxième, c'est celle de la manifestation de la volonté. Et la troisième, c'est celle des multi-récidivistes qui se sont mis en marge des lois de la République. Ce sont des questions à se poser. Est-ce que ça doit être automatique ou est-ce qu'on doit renvoyer une partie de ces cas au droit de la naturalisation et non plus à l'automaticité de l'acquisition? Bon, je dis que la façon la plus raisonnable de se poser ces questions est d'y répondre, sans hystérie. C'est difficile d'échapper à l'hystérie sur ces questions aujourd'hui. C'est de faire ce qu'on avait fait dans les années 80 avec la commission Marceau-Long, c'est-à-dire une commission de gens raisonnables, responsables, représentant les sensibilités, à la fois philosophiques, spirituelles, politiques, qui se livrent à une très large consultation. Ensuite, qui élabore une proposition de texte. Alors, évidemment, après, le politique prend ses responsabilités. Mais une fois qu'on a un texte raisonnable, qui peut faire l'objet du plus large consensus possible, je dis bien possible, comme on a fait par exemple pour les lois bioéthiques, on essaye d'avoir un consensus le plus large possible parce que c'est le pacte national qui est en cause, ce n'est pas une politique ordinaire. Et ensuite, je suis convaincu que seul le peuple peut trancher cette question. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que le droit de la nationalité ne soit que le droit d'une majorité, et deuxièmement, parce qu'il faut que ce droit soit stable. Parce qu'il ne faut pas qu'on le remette en question à chaque alternance. Et pour ça, la seule façon d'y parvenir, c'est que le peuple se prononce. Alors vous me dites, est-ce que le peuple est capable de répondre avec sa raison et avec son cœur? Mais ça, c'est le problème de toutes les élections. Est-ce qu'en 2012, le peuple a répondu à la question posée au moment des élections présidentielles? Est-ce que dans les élections législatives, il répond à la question posée? Chacun, dans une démocratie, vote pour des raisons qui lui sont propres. Bon. Et si vous n'acceptez pas ce principe pour le référendum, en réalité, vous ne l'acceptez pour aucune des autres consultations électorales. Voilà. Donc on n'a pas le choix. C'est ça la démocratie, c'est ça la souveraineté du peuple. Et cette question relève, à mes yeux, de la souveraineté du peuple, comme aurait dû en relever la question du mariage, c'est-à-dire tout ce qui fonde, toutes les institutions qui nous permettent de vivre ensemble, doivent être tranchées. Enfin, toutes les réformes de ces institutions doivent être tranchées par le peuple. Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Enfin, on voit bien quand même, M. Guénaud, sur ce problème de l'immigration, parce que c'est de cela qu'il est question, qu'il y a des crispations. Alors vous parlez d'hystérie, on peut parler de crispation. Ce n'est pas le seul fait du Front National. Est-ce que vous pensez que la France est encore capable d'accueillir des dizaines de milliers d'étrangers chaque année? Mais je pense que c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème. Alors, c'est un problème qui ne tient pas qu'au contrôle des flux migratoires, qui tient aussi à la manière dont nous gérons nous assumons notre pacte national et notre pacte républicain. D'une manière générale. D'abord, ces questions nous renvoient au problème de la nation, au problème de la République et par conséquent au problème des frontières. Il n'y a pas de nation, il n'y a pas de République. Nous avons éludé tous ces problèmes depuis des années, comme nous avons éludé aussi la question de l'assimilation, qui était au cœur du pacte républicain. Si nous ne voulons pas nous poser ces questions, nous ne répondrons pas de façon ni intelligente, ni raisonnable, ni généreuse, ni efficace aux problèmes posés. Les pays développés, notamment les pays d'Europe, sont devenus des pays d'immigration. Mais ce sont aussi des sociétés malades, ce sont des sociétés affaiblies, ce sont des sociétés divisées. Bon. Je pense qu'un pays comme la France, c'est vrai,
arrive aujourd'hui, comme beaucoup de ses voisins, à la limite de ses capacités matérielles et morales d'accueil. Bon, donc il faut regarder les choses avec un peu de réalisme, c'est-à-dire que il faut mettre des limites aux grands principes qui nous gouvernent. Voilà, je crois que c'est absolument nécessaire parce que sinon, les grands principes qui nous gouvernent et auxquels nous sommes attachés vont être balayés. Ils vont être balayés par la souffrance, par la colère et par la révolte. Voilà. Donc, oui, nous sommes arrivés aux limites de nos capacités matérielles et morales, et donc il faut que nous prenions des précautions. On ne peut pas considérer aveuglément que voilà, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de règles, qu'on accueille tout le monde. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais si on ne veut pas faire n'importe quoi, eh bien, il faut accepter de regarder en face ces questions et de se poser raisonnablement les problèmes en leur cherchant des solutions qui ne soient pas des solutions extrêmes. Voilà. Laurent de Boissieu, une question de la Croix. Qu'est-ce que vous avez en tête quand vous parlez de limite de capacité d'accueil? Est-ce que ça concerne limite des capacités d'accueil à l'extérieur de l'Union européenne ou également interne à l'Union européenne? Je pense à Schengen. Est-ce que vous êtes pour dire qu'il faut mettre fin, remettre en cause la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne? Le problème n'est pas simplement de remettre en cause le principe. Le problème est que ce principe non plus n'est pas absolu, ne peut pas l'être, ne doit jamais l'être. Aucun principe ne doit être absolu. Celui-là, pas plus qu'un autre. Imaginez, la liberté, c'est un très beau principe, mais la liberté absolue de tous finit comment? La liberté sans règles, elle finit dans la loi de la jungle, elle finit par l'écrasement et l'asservissement du plus faible au plus fort. La libre circulation est un principe fondateur, on peut être pour ou contre, mais est un principe fondateur de l'Union européenne. Le principe fondateur est un principe qui n'est pas sans condition. Je peux vous rappeler les conditions. Vous pouvez venir dans un pays de l'Union européenne pour 3 mois, sans aucune raison. Au-delà de 3 mois, vous devez remplir l'une des 3 conditions suivantes. Avoir un travail, ou bien faire des études, mais faire réellement des études, ou bien disposer des moyens suffisants pour assurer votre subsistance et d'une assurance médicale complète. Bon, donc, la liberté, elle est encadrée. Elle est conditionnelle. Le problème, c'est qu'on ne vérifie pas, par exemple, l'entrée au début des 3 mois. Bon, moi, je propose que, bien qu'on mette un tampon au bout de vous entrez. Des frontières. Il faut remettre des postes frontières dans ces cas-là. Oui, mais bien sûr, mais s'il n'y a pas de frontières, c'est fini. Il n'y a plus de nation. Il n'y a plus de république. Donc on remet des postes frontières entre la France et l'Allemagne. Il n'y a plus de république. Pour mettre un tampon, oui, je pense que les gens qui arrivent, on leur met un tampon. Voilà, c'est pas quand même très compliqué. Sinon, vous ne savez pas depuis combien de temps ils sont là, et donc vous ne pouvez pas appliquer les règles qui régissent aujourd'hui la libre circulation. Et deuxièmement, celui qui est resté plus de 3 mois en situation irrégulière, il peut revenir au nom de la libre circulation, mais uniquement quand il remplit les 3 conditions prévues pour aller au-delà de 3 mois. Il ne peut plus revenir pour 3 mois sans aucune raison. Voilà, je pense que c'est... Et ceux qui ont menti ne peuvent pas revenir du tout. Voilà, je pense que, encore une fois, il faut des règles. Non, vous ne pouvez pas vous passer des frontières, il faut arrêter cette utopie dangereuse. Pour tout le monde. Ça peut être des quotas, ces règles. Tout le monde. Est-ce que ça peut être des quotas d'immigration par nationalité? Oui, mais ça c'est pour les frontières extérieures à l'Europe. Bon, là, vous me parlez de Schengen. Non, Schengen ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire, la libre circulation doit être appliquée de façon correcte, c'est-à-dire en respectant les conditions dans lesquelles elle est acceptable. Schengen doit être appliqué en veillant à ce que chacun fasse son devoir sur les frontières extérieures de l'Europe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Justement pour l'extérieur, quotas par nationalité ou non? Oui, on peut mettre des quotas en fonction des besoins, c'est pas le. Mais le problème aujourd'hui, vous le savez bien, il n'est pas là. Le problème, il est dans la masse de l'immigration clandestine, il est dans le regroupement familial, c'est pareil. Le droit à une vie familiale normale est un droit imprescriptible, et en même temps, on ne peut pas avoir un regroupement familial sans règles. Sans règles. C'est tout ça. Regardez, un maire aujourd'hui est contraint par la loi de marier. De procéder au mariage d'un citoyen français à un citoyen étranger en situation irrégulière. Est-ce que c'est raisonnable? Voilà, tout ça forme un ensemble. Je veux dire, il y a le problème du droit de la nationalité, il y a le problème des frontières à l'intérieur de l'Europe, comment nous les matérialisons,
les problèmes des frontières extérieures à l'Europe, le problème de notre politique d'éducation, d'assimilation ou pas. Est-ce que nous acceptons l'idée de l'assimilation qui était le programme de la République ou est-ce que nous ne l'acceptons pas? C'est-à-dire, est-ce que nous acceptons donc la naissance du multiculturalisme, du communautarisme? Est-ce que nous renvoyons tous les gens à leurs origines ou est-ce que nous essayons de les émanciper de leurs origines? C'était le programme de la République. Tout ça se tient. Et tout ça n'est pas séparable des questions économiques. Frontières, pas seulement pour l'immigration, frontières économiques, frontières culturelles. Voilà. Pas pour s'enfermer. Et c'est votre Henri parti Guénaud, non, c'est Romain Masneau. Non, mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pardon, Pardon, le marché unique, c'est pas mon parti. Le marché unique, il a été négocié par la gauche. Il a été ratifié par la droite. Et M. Delors était président de la Commission européenne. C'est tout le monde. Ça n'a aucun intérêt de savoir quel parti, quel homme politique, quel gouvernement. La question est aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, que faisons-nous? Est-ce que nous pouvons continuer comme ça ou pas? Voilà. Eh bien non, les choses ne peuvent plus continuer comme ça. Maintenant, c'est Romain Masneau de RCF qui vous pose une question. L'UMP s'est prononcé pour la suppression de l'aide médicale d'État réservée aux clandestins et pour le durcissement de l'accès à la couverture maladie universelle et au RSA. Est-ce que vous y êtes favorable? Mais d'abord, l'UMP ne s'est pas prononcé sur rien du tout pour l'instant. Mais sur l'aide médicale d'État, quelle est votre position? Peut-être qu'elle se prononcera là-dessus, mais elle s'est prononcée sur rien. Il y a un certain nombre de groupes qui travaillent, il y a des gens qui font des propositions, voilà. Mais cette famille politique n'a pas, selon une procédure prévue par les statuts, supprimer ou pas? Mais moi, je veux bien qu'on supprime tout. Mais là encore, quelles conséquences assumons-nous? Et si nous ne sommes pas prêts à assumer certaines conséquences, par quoi remplaçons-nous ce que nous allons supprimer? Alors prenons l'aide médicale d'État, parce que j'ai déjà eu l'occasion de répondre à cette question. Avant, ça se passait comment? Avant, les gens se présentaient à la porte de l'hôpital. L'hôpital soignait évidemment les malades et prenait ça sur ses comptes, et les comptes ça finissait dans les comptes de la sécurité sociale. M. Jospin a créé l'aide médicale d'État. Je ne dis pas que ce système est parfait, qu'il ne mérite pas d'être amendé pour éviter des abus qui deviennent intolérables à tous les Français. Mais je ne vois pas mon pays comme un pays dans lequel on laisse mourir les gens à la porte de l'hôpital. Voilà, ça c'est la limite de cet exercice. Alors qu'on me dise comment nous allons faire quand les malades vont se présenter à la porte de l'hôpital, quelle que soit leur situation au regard des règles de l'immigration. Voilà, tant qu'on n'aura pas le débat sur les conséquences et sur ce que nous sommes prêts à assumer, je considérerai que la question est mal posée. Romain Masneau, RCF. Il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé dans cette émission, c'est le mot islam. Il y a beaucoup de gens qui font un amalgame entre immigration et islam. Est-ce que vous diriez, comme Claude Guéant, que le nombre de musulmans en France commence à poser problème? Non, le nombre de... C'est pas une question de nombre. Ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est une dérive que je trouve extrêmement préoccupante, par laquelle... nous considérons que plusieurs civilisations, plusieurs formes peuvent cohabiter sur le territoire français. J'y suis formellement opposé. Voilà. Et l'islam, c'est deux choses. Comme d'ailleurs le christianisme, le catholicisme, le judaïsme. C'est à la fois une religion, et moi je ne demande pas leur bulletin leur bulletin de baptême aux gens, ni leur affiliation à telle ou telle religion. Je ne connais que des Français, pour ce qui est des citoyens français. Alors, ces Français peuvent être musulmans, juifs, catholiques, protestants, voilà, mais ce sont des citoyens français. Donc, ils ont tous les mêmes droits et tous les mêmes devoirs. Et, à mes yeux, dans la République, ces citoyens, pour être pleinement citoyens, doivent accepter de prendre en partage une forme de civilisation, une histoire, des valeurs, une morale, des codes de vie en commun. Et je me battrai là-dessus. La plupart des problèmes qui nous sont posés ne sont pas posés sur le registre de la religion, nous sont posés dans le registre de la civilisation. Voilà. Nous n'avons pas interdit la burqa pour des raisons de religion. Voilà. Et nous avons eu tort de placer la question du voile à l'école sous le signe de la laïcité. C'est-à-dire dans le registre, là, une fois de plus, du rapport de la société à la religion. Pour moi, le voile à l'école, ce qui est en cause, c'est l'émancipation des petites filles. Voilà.
Et ça n'a rien à voir. C'est une question de civilisation, c'est pas une question de religion. La burqa, c'est une question de civilisation. Quand même, cela fait des millénaires que notre civilisation s'efforce de faire émerger et reconnaître la singularité de la personne humaine. Comment pourrions-nous accepter au sein de cette civilisation une telle négation de la singularité de la personne humaine pour ne prendre que cet aspect du sujet. Bon, nous luttons pour l'égale dignité de l'homme et de la femme. Comment peut-on accepter que ce comportement qui revient à considérer que le regard de l'homme est tellement salissant que la femme doit s'en protéger en s'enfermant dans une prison de tissu. Voilà, ce sont des questions de civilisation. La question des fêtes du calendrier, ce sont des questions de civilisation. La question des constructions religieuses dans le paysage, ce sont des questions de civilisation et nous devons les traiter comme telles. Voilà. Donc l'islam comme religion, oui, je n'y vois aucun inconvénient. C'est la liberté de conscience qui est le fondement de notre pacte national, de notre pacte républicain et de notre idée même de la civilisation. En revanche, faire cohabiter une civilisation islamique et une civilisation d'origine chrétienne, qui a des racines chrétiennes, corrigée ou enrichie par les Lumières, non, ça nous conduit au communautarisme et au multiculturalisme, et ça, j'y suis formellement opposé. Merci. C'est une question d'attitude et de principe. Merci Henri Guénaud. Nous marquons une nouvelle pause dans ce Face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans un court instant pour parler un peu de politique intérieure et puis de la droite et d'éventuellement une alternance. A tout de suite. Nous nous retrouvons pour cette troisième et dernière partie du Face aux chrétiens avec Henri Guénaud, qui est député UMP des Yvelines, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Nous allons parler de la droite, des propositions de la droite. Alors, il sera interrogé par Laurent de Boissieu de La Croix, par Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Vous venez d'écrire, Henri Guénaud, un livre sur Camus. Alors, est-ce que la pensée de Camus vous éclaire pour trouver les réponses à la crise que nous connaissons aujourd'hui? Elle n'offre pas de recettes. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que ça vous éclaire? Oui, je trouve que la pensée de Camus est très utile sur le plan du comportement, de la conduite, de sa propre vie, et donc par conséquent de ce que l'on souhaite pour la société et pour les autres quand on fait de la politique. Hein, il disait d'ailleurs, moi je ne suis pas c'était pas un idéologue, c'était pas quelqu'un qui vous apportait des réponses à une série de questions, des réponses toutes faites. Quelqu'un qui posait des questions, comparé à quelqu'un comme Sartre qui cherche à apporter des réponses à toutes les questions, qui édifie un système de pensée, comme on en faisait beaucoup à l'époque. De ce point de vue, Camus est l'anti-Sartre, c'est-à-dire quelqu'un qui vous interroge et qui vous oblige à vous poser des questions aussi fondamentales que celles de la finitude de l'homme, de la prise de conscience de la finitude de l'homme, ou que la question de la dimension tragique de l'existence. Et ça, je pense que c'est absolument indispensable aujourd'hui. Ça n'a peut-être jamais autant été. C'est pour ça que c'est un auteur très actuel. C'est prendre conscience, par exemple, de la dimension tragique de la vie et de la politique. C'est quelque chose d'absolument essentiel. On a d'ailleurs, au fond, parlé que de ça pendant cette émission. C'est-à-dire refuser l'absolutisme des principes, refuser les réponses définitives, refuser le manichéisme, prendre conscience que nous sommes très souvent confrontés à des vérités qui s'affrontent, à des légitimités qui se confrontent. C'est ça la tragédie, c'est-à-dire que c'est à la fois le fait que l'homme n'est pas sans limite, ne peut pas vivre sans mesure, et en même temps qu'il est confronté à des choix qu'il ne peut trancher qu'à travers sa conscience. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il nous apprend au fond de plus fondamental, en tout cas pour moi, c'est que le cas de conscience vaut toujours beaucoup mieux que la bonne conscience. C'est une belle phrase.
Laurent de Boissieu de la Croix, une question. La transition n'est pas facile, mais la majorité de gauche est en difficulté, mais on n'a pas l'impression que l'opposition de droite parvienne vraiment à elle-même à capitaliser sur ces difficultés et à progresser. Quel est le problème de la droite? Est-ce qu'il y a un problème à l'UMP notamment? Est-ce que c'est un problème de leadership, parce qu'il manque un chef légitime et incontesté, comme ce fut le cas autrefois, ou est-ce que c'est un problème d'idées, de programme? Alors, d'abord, ces expressions faciles de droite et de gauche me laissent toujours un peu rêveur. Elles sont inopérantes. Attendez, elles sont inopérantes si elles renvoient aux idées. Moi, je suis désolé, j'ai besoin de la justice sociale, j'ai besoin Il y a toujours une droite qui défend comme j'ai besoin de la liberté, de l'autorité, voilà. Pour ça que si je devais trouver une inspiration quelque part, elle serait dans tout ce qui a essayé de surmonter ce clivage, cette opposition un peu absurde. Je la trouverais assez volontiers dans le gaullisme, en tout cas dans l'histoire du gaullisme. Et donc, ça a deux conséquences. Hein. Je ne me sens pas hémiplégique. Hein. Voilà, moi, je suis aussi l'héritier du Front populaire, des congés payés, Léon Blum, de Jaurès. Mais ça a une deuxième conséquence. C'est que la politique des partis n'est pas quelque chose que je trouve très enrichissant pour le débat public. Alors vous avez voulu être candidat à la présidence de l'UMP l'année dernière. Laurent de Boissieu, la démocratie ne peut pas se passer de partis politiques. Mais il n'y a rien de pire que le régime des partis. Il n'y a rien de pire que cette espèce de volonté hégémonique des partis sur la pensée et sur les idées. Voilà. Alors, bien sûr, il en faut. Le général de Gaulle a créé le RPF. D'ailleurs, ça n'a pas marché. Rappelez-vous, il faut très longtemps pour créer une famille politique. Bon. Mais voilà, on ne peut pas faire de la démocratie sans parti. Mais il ne faut pas s'enfermer, surtout quand on est sur le terrain des idées, il ne faut pas s'enfermer dans les débats partisans. Là, ce qui est vrai, c'est que l'opposition n'a pas achevé sa reconstruction intellectuelle et morale. Bon, mais si vous comptez sur les partis en tant que tels pour y pourvoir, vous serez déçus. Aucun parti, depuis un demi-siècle, n'a jamais fait un programme politique qui vaille même la peine d'être lu, à droite comme à gauche. Voilà, et c'est d'ailleurs la vertu de la Ve République de reconnaître ce fait en mettant le président de la République au cœur du débat politique. Si je vous suis, ça veut dire qu'un retour de Nicolas Sarkozy ça me permet de conclure sur votre remarque, c'est que oui, il manque à l'opposition d'aujourd'hui un fédérateur, comme l'a pu l'être Nicolas Sarkozy à partir du moment où il en a pris la présidence. C'est un parti récent, c'est une politique récente, fait d'un agglomérat de familles d'ailleurs très différentes, l'UMP. Elle a besoin d'un fédérateur, l'opposition a besoin d'un fédérateur, c'est-à-dire de quelqu'un qui va lui-même, pas le parti, lui, une personne, faire sa propre synthèse, en assumer la responsabilité et essayer d'entraîner tout le monde derrière lui, même ceux qui ne sont pas à 100% d'accord. Personne n'est à 100% d'accord avec une synthèse de ce genre. C'est bien pour ça que les partis ne peuvent pas répondre en tant que parti, en tant qu'organisation politique, à cette question. La politique, elle doit être incarnée. La Ve République nous a fait voir cette vérité en face. Essayons d'être fidèles à sa logique, à son esprit. Henri Guénaud, une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Oui, tous les sondages prédisent au Front National des bons scores au prochain scrutin. Alors vous n'êtes peut-être pas vous-même consterné dans les Yvelines parce que ce n'est pas une terre de mission du Front National, mais qu'est-ce que ça vous inspire, cette montée du Front National qui menace l'UMP sur sa droite? Mais ce n'est pas l'UMP qu'elle menace, ce sont nos principes, nos valeurs, notre République. C'est l'extrémisme. Si vous voulez, si l'extrémisme ne faisait que menacer un parti politique parmi d'autres, ce ne serait pas très grave. Le problème là n'est pas un problème de boutique, n'est pas un problème c'est pas un problème électoraliste. Le problème, c'est de savoir selon quels principes et quelles valeurs la France demain sera gouvernée. Bon, il faut regarder ce phénomène en face. Il ne faut pas mépriser les gens qui vont voter pour le Front National, pour les extrêmes. Il faut essayer de comprendre les ressorts de ce vote. Puisque nous ne sommes pas prêts, en tout cas moi, à accepter les conséquences de ce vote. Il faut essayer de regarder pourquoi les gens votent pour le Front National. Il faut essayer de comprendre ce fait majeur de notre époque, que
tellement de gens, en France, mais pas seulement, regardez la carte de l'Europe. Demandez-vous d'ailleurs quelle est la responsabilité de l'Europe elle-même dans cette montée des populismes. Regardez ce qui se passe dans notre pays, où tant de gens ont le sentiment d'être dépossédés de leur existence, d'être dépossédés de leur vie, qu'ils ne trouvent plus comme refuge, à leur dernier refuge ultime à leur liberté, que le nom qu'ils peuvent jeter à la figure de tous les partis, de toutes les élites, de tous les responsables politiques, de tous les gouvernements. Voilà. Est-ce que nous sommes capables d'analyser, de comprendre le ressort de ce vote et d'y répondre? Ou est-ce que nous continuons à dire que la politique ne peut rien sur rien? Est-ce que nous continuons à dire est-ce que nous continuons à confier le gouvernement de nos sociétés aux spéculateurs sur les marchés financiers, aux juges et aux bureaucrates? Voilà. Ou est-ce que les gens peuvent avoir le sentiment demain qu'ils ont repris possession de leur destin? Question, et ça nous renvoie à toutes les questions que nous avons traitées, les frontières, la nation, la République. Eh bien, merci beaucoup, Henri Guénaud, de ces réflexions. Nous arrivons au terme de ce Face aux chrétiens avec vous, Henri Guénaud, qui est député des Yvelines et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Alors, merci aussi à vous, auditeurs et téléspectateurs. Si vous avez pris cette émission en cours, vous pouvez la retrouver intégralement sur les sites de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Et bien évidemment, rendez-vous la semaine prochaine. Notre invité sera Monseigneur Pontier, le président de la Conférence des évêques.